des politiques chez Polygraphe. Bon, je cite Aristote. Aristote dit, je parle par exemple de cas où est constitué de plusieurs actions, ainsi l'Iliade, qui possède comme cela de nombreuses parties, qui de leur côté ont aussi le temps dit, même si ces poèmes sont agencés le mieux possible et qu'ils sont l'imitation d'une action la plus unifiée possible. L'intrigue d'Aristote à propos de la poésie tragique est la mimésis d'une action. Partant de cette référence, le cœur distingue trois sens du terme mimésis. Mimésis 1, mimésis 2, mimésis 3. Maintenant, mimésis 1, mimésis de temps, par le récit. Mimésis 1 désigne la précompréhension dans la vie quotidienne. De ce qu'un auteur a bien nommé la qualité narrative de l'expérience, en entendant par là le fait que la vie, et plus encore l'action, demandait à être racontée, selon Arendt. Mimésis 2 désigne l'autostructuration de récit par le code narratif interne au discours. À ce niveau, Mimésis 2, mythos coïncidé, c'est-à-dire l'intrigue au mieux, la mise en intrigue. Finalement, Mimésis 3 désigne l'équivalent narratif de la réfiguration réelle par la métaphore. La métaphore vive. D'où le projet de recueil est de suivre le destin d'un temps réfiguré par la médiation d'un temps configuré. Si la composition de l'intrigue est enracinée dans une précompréhension du monde de l'action commune au poète et au lecteur, l'intrigue elle-même, la mimésité, qui est la mimésis proprement dite, est une configuration caractérisée comme concordance-discordance. Avec elle s'ouvre le royaume de comme si. C'est l'ontologie de recueil. C'est une ontologie du comme si. Discours. Ne pas une ontologie de substance. Discours analogique. Oui. Tant celui de récit de fiction que celui de récit historique. Synthèse de l'hétérogène, elle prend ensemble des conclusions imprévisibles mais acceptables. C'est la configuration qui schématise l'intelligence narrative. L'innovation reste une conduite gouvernée par des règles. Le travail de l'imagination n'est pas de rien. Elle s'est déployée entre les deux pôles de l'application servile et de la déviation calculée, en passant par tous les degrés de la déformation réglée. Ce qui est communiqué à travers l'intrigue narrative, c'est une configuration du monde possible. Le monde des textes n'est pas le monde dont le texte est issu, mais le monde ouvert vers le texte. Les textes ouverts en avant du côté du monde qu'il découvre. Mimésis 3 marque l'intersection entre la poétique et la politique, entre le monde du texte et le monde de l'auditeur. À la différence de l'objet perçu, l'objet littéraire ne vient pas remplir intuitivement ses attentes. Il ne peut que le modifier. Le postulat à cette reconnaissance de la fonction de préfiguration de l'œuvre poétique en général et celui d'une herméneutique qui vise au moins restituer l'intention de l'auteur en arrière du texte et expliciter le mouvement par lequel le texte déploie un monde, en quelque sorte en aval de lui-même. Donc, dans ces conditions, l'auteur n'a cessé de soutenir que ce qui est interprété dans un texte, c'est la proposition de monde que je pourrais habiter et dans lequel je pourrais projeter mes pouvoirs et mes promesses. Il soutient que, c'est une définition de la poésie, il soutient que la poésie, par son mythos, redécrit le monde. Donc,
l'œuvre métaphore vive. Le faire narratif resignifie le monde dans sa dimension temporaire, dans la mesure où raconter, réciter, se réfère l'action selon l'invite de poème. C'est le plus important point. La lecture de poèmes apparaît comme une interprétation du cours de l'action et comme une relance vers l'action. Elle engendre une liaison entre le monde imaginaire des poètes et le monde effectif des politiciens. Elle résulte directement un affrontement et un confrontement avec le mot politique. De là, la poésie enseigne aux gens une vision nouvelle du monde, une conduite différente de l'action et une valeur autre de la vie publique dans la cité. Même si annoncé de longue date, on peut parler avec métaphore vive des textes à l'action d'un tournant poétique de politique chez Paul Ricoeur. Le langage a besoin de la fonction poétique, donc de plusieurs manières. D'abord, c'est parce que nous pensons et parlons par concept que le langage doit, en quelque manière, réparer la perte qu'on consomme de concept. Et les métaphores vives sont ce langage, en état d'émergence, et qui fait voir ce que le langage ne montre pas. Ensuite, l'imagination est poétique. Et l'image n'est pas un résultat de l'impression, mais une aurore de paroles. Ce tournant poétique, de politique, ouvre la voie à une éthique. Une variation imaginative, pour parler comme Husserl, qui manifeste les sens en rompant le prestige de fait, en imaginant un autre fait, un autre régime, un autre règne. Je perçois le possible et dans le possible l'essentiel. Mais ces variations imaginatives ne sont plus destinées à montrer un invariant. Ce sont plus destinées à montrer le monde, l'agir possible. Fiction et poésie visent l'être. Non plus sous la modalité de l'être donné, mais sous la modalité de pouvoir être, l'être comme si. Par là même, la réalité quotidienne est métamorphosée à la faveur de ce qu'on pourrait appeler les variations imaginatives que la littérature opère sur le réel. Pardon. Donc, quatrième partie, je l'intitulé Amitié politique, amitié éthique. Donc, Ricoeur, à travers la politique, va fonder une nouvelle politique qui s'appelle la politique de l'amitié. L'amitié nous aide à faire le bien, car elle en elle-même une fin, une action bonne, parce que c'est à l'égard de l'ami qu'on désire agir de manière droite, pleinement humaine, ce qui signifie la bonne praxis. C'est un discours, éloge de l'amitié par Ricoeur. Comment Ricoeur va concilier à travers Aristote praxis et un nouvel concept filial. Filial, c'est l'amitié en grec. À partir de poésis. Est-il légitime de parler d'une poétique politique en tant que politique de l'amitié? Ricoeur distingue entre l'amitié première, l'amitié politique et l'amitié éthique. En bref, l'amitié première est basée sur l'amitié de personnes en tant que personnes bonnes, selon la vertu, l'agréable et l'utile. Or, l'amitié se trouve dans toutes les formes d'association, de communauté. Il est possible qu'elle établisse
dans les relations humaines un rapport de supériorité ou d'infériorité. Bon, deuxièmement, l'amitié éthique. Éthique ou politique? Maintenant, éthique. L'amitié politique troisième. D'accord. L'amitié comme sommet éthique ne se réduit pas à une fusion affective. Elle est une recherche active du bien de l'autre. C'est ça l'éthique. Rapport avec l'autre. Ainsi, l'autre en tant qu'ami n'est pas seulement l'objet de notre attention amicale, de notre amour, mais en plus notre agir moral est tendu vers lui. L'ami est aussi un stimulant pour le bien. Donc, l'amitié est une bienfaisance active. Il utilise une analogie avec l'art. La position du bienfaiteur ressemble à celle de l'artiste, le poète. Ainsi, la poésie est une occasion de proclamer l'amitié et de faire le bien aux autres. L'amitié politique, maintenant l'amitié politique, troisième genre, il doit d'être ami. Selon le plaisir, elle est semblable à l'amitié vertueuse, mais elle est relative à l'amitié première. Il s'agit de relations de ressemblance, un rapport de participation. D'où l'amitié, selon la vertu, peut être la fin de la vie humaine. Cela propose un ensemble de vérités. L'action morale et du bien social, elle se vit toujours au sein d'une communauté politique. L'homme est un être politique qui fait par la vie en commun. L'éthique et la politique sont toujours indissociablement liées. En ce sens, si l'amitié est le sommet de la praxis éthique, elle est inévitablement corrélée à la praxis politique qui concerne la vie de la cité. Si maintenant la filia est la source de toutes les communautés, de tous les rapports dans la vie humaine, les citoyens deviennent des hommes de bien et l'amitié se rapproche à la justice. Donc, l'amitié politique pour le cœur, bien sûr, après le travail de herméneutique concernant la politique, et la justice. Nous avons vu que chez le cœur, au plan strictement éthique, la justice succède à l'amitié et non l'inverse. Les relations humaines ne doivent pas s'arrêter à un échange indifférent de justice. Elles doivent aboutir à une amitié politique. Cette forme d'amitié qui permet la cohésion et l'union des citoyens. Donc, Ricoeur légifère l'amitié entre deux personnes hétérogènes ou bien des ennemis, des personnes ennemies. Quatrièmement, conclusion. Bon, la conclusion critique. Je commence avec Umberto Eco. Son travail sur la poétique d'Aristote. La poétique, selon Umberto Eco, la poétique est fatalement une axiologie d'égoïsme. Et Aristote trahit ses préférences critiques, justement au moment même où il choisit des exemples. C'est le texte d'Umberto Eco. Les critères d'ordre de jugement chez Aristote ne sont pas des critères de mesure et d'ordre, mais des valeurs semblables et d'équilibre organique, et autres critères qui vont bouleverser la lecture formaliste du poétique. D'où l'élément fondamental de la poésie, qui est l'imitation, est un objet principal de la tragédie
avec l'intrus. Celle-ci est l'imitation d'une action dont la finalité est la purification, catharsis. Le fait cathartique est une espèce de couronnement final de l'entreprise qui réside dans le discours reçu. Ainsi, la poétique représente la première apparition d'une esthétique de la réception. Fonder l'évaluation d'une œuvre par la réception, c'est dire que le but ultime de ce livre vient des spectateurs. La conversation de l'imaginaire, voilà la visée centrale de la poétique. Par elle, c'est-à-dire par l'imaginaire, la poétique fait bouger l'univers sédimenté des idées admises, prémices des argumentations rhétoriques. Cette percée de l'imaginaire ébranle en même temps l'ordre de la persuasion, de lors qu'il s'agit moins de trancher une controverse que d'engendrer une conviction nouvelle. La limite de la poétique de l'or, c'est comme l'avait aperçu par Hegel, l'impuissance de la représentation par rapport au concept. Donc, la poétique est limitée, car la représentation est impuissante. De l'autre, le moment est venu, après avoir considéré la dimension politique de l'action humaine, de situer le langage poétique dans la vie politique. Pour ce faire, il faut caractériser la politique par sa manière propre d'user du langage, poétiquement. Ainsi, les actions portées au langage sont les actes du discours de genre de la promesse, de l'amitié, du commandement, de l'avertissement, comme l'a montré Austin dans son livre « Quand dire c'est faire ». Comment alors ces traits s'appliquent-ils au langage politique? Peut-on dépasser la fragilité de ce langage poétique? Finalement, reformuler le problème politique d'une manière problématique demande l'intervention de la politique dans le plan des actions humaines et leurs relations. Mais quelle est la valeur de toute résolution poétique de problèmes politiques? Merci.